Alors quand je dis davantage d'élec pour moins de CO2 sur les usages, ça veut dire les deux choses qui sont marquées là. Ça veut dire continuer d'améliorer les usages existants, c'est-à-dire faire au moins aussi bien en utilisant moins d'élec. On le voit sur les frigos de classe A ou des choses comme ça. Et puis de l'autre, c'est remplacer des usages des combustibles fossiles par des usages de l'électricité, avec bien sûr l'hypothèse qu'on y gagne en termes d'émissions de CO2 et de réduction donc des fossiles, ce qu'il faut vérifier chaque fois, usage par usage. Et puis il faut regarder en fonction aussi de la façon dont est produite l'électricité dans le pays pour voir si on y gagne ou non. Je vais vous donner un premier exemple. Véhicule hybride rechargeable. Donc c'est le prochain modèle de Prius, pour prendre ce qui est le plus connu actuellement. Donc c'est une Prius que vous pourrez recharger sur le réseau électrique. Et puis les autres constructeurs sont en train d'y venir aussi et annoncent des modèles similaires entre 2010 et 2012. Je propose de regarder ensemble le bilan en termes d'émissions de CO2. Je vous ai mis ici en abscisse le contenu CO2 de l'électricité. En grammes de CO2 par kilowattheure, pour préciser les unités. Grosso modo, quand vous êtes là, vous avez une électricité qui est produite avec du charbon. Quand vous êtes là, vous avez, comme en France, une électricité qui est produite essentiellement par du nucléaire et de l'hydraulique. Donc si votre véhicule, votre véhicule hybride, 30% des kilomètres que vous faites sont faits grâce au rechargement fait sur le réseau électrique, eh bien, vous avez une baisse, vous avez un contenu CO2 moyen par kilomètre qui est évidemment plus bas, puisque vous avez une électricité qui est très décarbonée, et par rapport à une valeur moyenne 2008, eh bien, sur le parc de véhicules, vous avez une baisse quand même significative. Si maintenant vous allez en Allemagne, ou en Italie, ou en Angleterre, où le mix est à peu près ici, il correspond aussi d'ailleurs au mix d'un certain nombre de régions des États-Unis, d'une partie aussi du Japon, eh bien, vous avez effectivement encore un gain. Il est forcément plus faible, mais vous avez un vrai gain. Si maintenant vous utilisez 50% du temps l'électricité pour recharger votre voiture, et puis qu'enfin vous avez un véhicule tout électrique, vous y gagnez évidemment davantage. Alors, il ne vous aura pas échappé que les courbes se croisent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe ici, c'est assez logique. Si vous rechargez un véhicule électrique avec une électricité qui vient du charbon et qui a donc un contenu très élevé de CO2, autant aller utiliser de l'essence parce qu'à ce moment-là, vos émissions de CO2 seront plus faibles. Ceci dit, heureusement, il y a peu d'endroits où c'est le cas. Et donc, globalement, il y a plein de pays où, dès qu'on va pouvoir utiliser 20, 30, 40% du temps l'électricité pour recharger son véhicule hybride, eh bien, on réduira les émissions de CO2 et on réduira donc les importations nécessaires de carburant, ce qui est le cas dans nombre de nos pays, puisqu'en France, comme on le sait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Depuis 1973, au moins. Dans l'industrie. Dans l'industrie, vous avez ici un diagramme complètement différent qui figure pour 4 pays européens, les 4 pays où EDF est le plus présent, les gisements d'économie d'énergie possibles, ou de réduction des émissions de CO2 possibles, avec les meilleures technologies disponibles en 2010. Autrement dit, on n'a pas été prendre des technologies 2030, dont on ne connaît pas encore très bien les propriétés, puis toutes celles que vous et vos élèves, vous allez pouvoir développer dans les années qui viennent. On part des technologies actuellement disponibles et on fait une estimation. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal de gisements de térawattheures. Rappelons-nous, en France, l'électricité, globalement actuellement, on est un peu au-dessus de 500 térawattheures. Donc, vous avez des gisements qui ne sont pas négligeables dans nos différents pays. Je m'explique. Là, c'est des gisements donc, calculés en térawattheures, et non pas en tonnes équivalent pétrole ou autre. Donc, l'ensemble des gisements d'économie d'énergie possible ou d'efficacité énergétique possible dans l'industrie, sachant que le total de l'énergie utilisée en France est évidemment largement supérieur aux 500 TWh d'électricité. Alors, deux gammes de technologies dans ces domaines-là pour faire des économies significatives. L'induction, je vous ai mis ici quelques chiffres que je ne vais pas répéter. Les technologies de l'induction servent notamment à faire de la chaleur. Or, vous savez que 70% de l'énergie qui est utilisée dans l'industrie est faite pour produire de la chaleur. Par conséquent,
avoir un moyen de chauffer commodément par induction des pièces métalliques, c'est effectivement un modèle, une façon de faire qui est extrêmement performante. On le voit dans nos cuisinières, ceux d'entre nous qui ont une cuisinière avec une plaque à induction, technologie pas toujours bien comprise, mais je suis sûr que vous savez l'expliquer. Et nous travaillons au Renardière, un des centres, le centre que vous ne visiterez pas, en tout cas pas cette fois-ci, qui est près de Fontainebleau. On a des équipes qui travaillent sur ces questions-là. Autre gamme dans laquelle il y a des progrès considérables en cours depuis maintenant un certain nombre d'années dans nombre de pays, et ça va se continuer dans les 10-15 ans qui viennent au moins, c'est toutes les pompes à chaleur qui permettent de pomper de la chaleur dans l'eau, dans l'air, dans le sol, et qui permettent de récupérer cette chaleur ici, là, dans un process industriel, ou à la maison si on met une pompe à chaleur. Donc ce sont des technologies extrêmement prometteuses qui se déploient progressivement et qui, en partie en France, gagneraient et gagneront, parce que je pense que ça viendra de façon évidente pour des raisons de coût ou de besoin de réduire les émissions de CO2, qui vont continuer à se développer dans certain nombre de secteurs. Je vous ai mis ici IAA, de l'industrie agroalimentaire, la chimie, etc. Je passe au niveau de la maison. Alors, au niveau de la maison, vous n'êtes pas sans savoir que, grosso modo, dans des pays comme la France, le parc immobilier, je pense que vous allez en parler tout à l'heure, puisqu'il y a un collègue, je crois, qui vient parler du bâtiment, le parc immobilier varie, bouge de moins de 1% par an. Donc, alors qu'au Japon, aux États-Unis, on est plutôt à une maison, ça dure 30 ans, quoi. Donc nous, on est sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Ça veut dire que si on vise le facteur 4 en 2050, eh bien,